Les matins de France Culture. Guillaume Erner. C'était l'une de ses promesses de campagne et l'un des points phares de son programme. Emmanuel Macron veut en priorité réformer le Code du travail et s'y attelle dès aujourd'hui. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a rappelé, le passage de la loi ne peut pas attendre 2 ans. Pas de vacances pour les ministres donc. Pour éviter les lenteurs, le président Macron a l'intention de légiférer par ordonnance et les partenaires sociaux et les salariés directement impliqués. Le nouveau gouvernement prend le risque de se frotter au premier conflit social du quinquennat et pour l'éclairer, 2 avis de lumière sur cette question. Tout d'abord, celle de Thomas Porcher. Bonjour. Thomas Porcher, vous êtes professeur à la Paris School of Business, vous êtes membre des économistes atterrés et vous avez notamment publié avec Frédéric Farah Introduction inquiète à la Macron économie. À côté de vous, Félicité Herzog. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous avez notamment publié La France retrouvée et vous siégez notamment au conseil d'administration de Telecom Italia. Vous avez une carrière de femme d'affaires dans la banque notamment. Et justement, dans ce livre, La France retrouvée, vous dites qu'un banquier à l'étranger, lorsque vous lui avez annoncé votre volonté de revenir en France pour y travailler, puisque vous avez fait une partie de votre carrière à l'étranger, vous avez dit, vous allez avoir une petite vie. Pourquoi ? C'était aux États-Unis et aux États-Unis, on avait le sentiment que la France avait complètement décroché et que donc c'était revenir dans une sorte dans le vieux monde, comme on dit avec mépris. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, avec l'élection de Trump, je pense que ce jugement serait peut-être un petit peu différent. Parce qu'ils sont dans une situation plus difficile, mais notre situation s'est-elle pour autant améliorée selon vous ? Elle certainement, à la fois en termes politiques, de stabilité et puis de perspective. Pour quelle raison ? Parce qu'aujourd'hui, la France a joui d'une situation exceptionnelle. Et c'est aussi pour ça que j'écris ce livre contre le déclinisme ambiant. Et on est dans une sorte de havre de stabilité réglementaire, politique. On a un état de droit. Si partout dans le monde, on voit bien qu'un très grand nombre de pays traversent des crises institutionnelles. Et nous, avec notre niveau d'instruction, même s'il est mis à mal par certaines études, nous avons toutes les forces possibles pour redevenir un acteur fondamental dans le monde. La seule chose qui nous manque finalement, c'est la conviction que les choses vont bien. Voilà, c'est la confiance, c'est le retour de la confiance et de la foi dans l'attractivité et les forces du pays. Avec ça, on devrait pouvoir y arriver. C'est comme un cuisinier, il faut le bon cuisinier, mais tous les ingrédients sont là pour que ça marche. Il y a quand même un certain nombre de raisons d'être sinon pessimiste sur l'avenir, puisqu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas de poser un jugement plutôt négatif sur la situation économique du pays, notamment avec son taux de chômage. Félicité Herzog. Bien sûr, mais c'est un chômage qui est aussi européen, qui atteint structurellement les jeunes. Mais dans l'ensemble, la France a des problèmes qui sont solubles en l'espace d'une dizaine d'années, alors qu'un très grand nombre de pays, eux, présentent des difficultés qui prendront plusieurs générations à résoudre. Vous pensez à quel pays ? Je pense à l'Argentine, je pense au Brésil, je pense à la Turquie, je pense à certains pays en Asie, je pense à la Russie. Tous ces pays, il y a une quinzaine d'années, on investissait dedans, on conseillait des entreprises qui se jetaient dans ces marchés. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs préfèrent regarder, par exemple, la France comme une terre d'accueil pour leurs investissements. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu un baromètre d'Ernst & Young qui est paru et qui a montré en 2016 une très grande augmentation des investissements étrangers en France. Thomas Porcher, votre sentiment sur l'état de notre pays, est-ce que vous pensez qu'il faut avant tout répéter, peut-être faire œuvre de pédagogie sur notre bonne santé relative pour que les Français, les auditeurs prennent conscience de ce bien-être français qu'ils ignorent ? La France a beaucoup de qualités. Déjà, elle a un service public qui permet un socle d'égalité entre les individus, malgré des inégalités de revenus qui augmentent depuis les années 90. Aux États-Unis, on avait des situations économiques, même au Royaume-Uni, qui étaient plutôt bonnes dans les indicateurs, mais on se rendait compte que derrière, il y avait des choses qui se passaient, les inégalités augmentaient, et ça a mis aujourd'hui au pouvoir des extrêmes, Trump aux États-Unis et le Brexit au Royaume-Uni. Donc la situation n'était pas aussi bonne que les indicateurs voulaient le montrer. On avait
avait un faible taux de chômage, mais on avait une grande partie des gens qui vivaient dans la pauvreté. Et d'ailleurs, quand on voit le taux de chômage et l'aide alimentaire aux États-Unis, vous aviez une corrélation jusqu'aux années 90, c'est-à-dire que quand on était au chômage, on avait une aide alimentaire, et puis vous aviez une décorrélation les dernières années, c'est-à-dire que des gens qui avaient un travail avaient besoin de l'aide alimentaire, ce qui signifiait que vous aviez une grosse partie des gens qui étaient finalement des travailleurs pauvres. Et donc, quand on regarde les indicateurs, c'était un exemple pour nous, la France, et on disait, ouh là là, regardez le Royaume-Uni, regardez les États-Unis, ce sont des pays qui flexibilisent leur économie et qui ont des très bons résultats, mais en réalité, les résultats n'étaient pas si bons, et aujourd'hui, le retour de boomerang que l'on a dans ces économies, c'est la montée, c'est les extrêmes qui ont été mis au pouvoir, et chez nous, la flexibilisation qu'on a depuis les années 2000, c'est également la montée des extrêmes. Donc si on va plus loin, on prend le risque de donner du carburant supplémentaire pour que la fois prochaine, des extrêmes soient mis au pouvoir. Félicité Herzog n'a pas l'air d'être d'accord avec vous. Non, je ne crois pas que ce soit la flexibilisation qui a introduit les difficultés en France, et notamment le chômage. C'est plutôt la rigidité du marché du travail et le manque de croissance et le poids de l'État, le poids de la dépense publique, le poids de l'endettement. L'Allemagne, par exemple, a un taux de chômage très bas. Alors, je sais bien qu'il y a de la flexibilité introduite par Peter Hartz dans ses réformes Schröder, mais par ailleurs, les gens, il y a un chômage quand même beaucoup moins important. Et on ne peut pas dire qu'une partie de l'Allemagne est déclassée ou en voie de pauvreté. Alors, je suis d'accord sur une partie du diagnostic. C'est vrai qu'on manque de croissance. Si on avait plus d'1,5 de croissance, on créerait plus d'emplois que la vitesse de notre démographie. En Allemagne, on peut comparer dans tous les sens, mais en Allemagne, il y a une démographie qui est beaucoup plus lente que la nôtre. Donc, ils ont besoin de moins de croissance pour insérer leurs nouveaux entrants sur le marché de l'emploi, ce qui n'est pas le cas de chez nous. Donc, on peut comparer après tous les pays, mais vous regardez des pays, par exemple, pour flexibiliser massivement, notamment Matteo Renzi, le Job Act, on va en parler un peu plus tard. En Italie, CDI à couverture croissante, renouvellement de CDD, etc. Et les taux de chômage restent encore assez élevé en Italie. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un lien direct avec la rigidité et la dépense publique. D'ailleurs, avant 2008, notre code du travail était le même, et pourtant on a 1,5 million de chômeurs en plus depuis 2008. On écoute Matteo Renzi tout de suite. En Italie, je le dis aux jeunes Français, les choses ont fonctionné. Plus 764 000 contrats signés en CDI. Et donc, avoir peur des nouveautés n'aide pas toujours. La nouveauté, parfois, est capable de vraiment changer la vie. Donc, bonne chance pour la loi sur le travail. Bon, vous êtes d'accord avec ça, Félicité Herzog? Sur le fait qu'il faut changer les choses, parfois, comme le dit Matteo Renzi. Votre opinion, c'est qu'il y a en France besoin donc de fluidifier le marché du travail pour que les choses aillent mieux. Oui, parce que évidemment derrière la question du chômage et de la rigidité du marché du travail, il y a un drame social et psychologique en France et moral. On sait bien que quand on a plus de 6 millions de personnes au chômage, c'est la plus grande inégalité sociale, c'est de ne pas avoir accès à l'emploi, parce qu'on sait que ça entraîne des problèmes de logement, des problèmes d'accès à la santé, à l'éducation, et c'est une réaction en chaîne. Donc c'est un problème majeur politique qu'il faut impérativement traiter. Mais dans le même temps, on peut se dire aussi que ceux qui ont le plus avantage à ce que le marché du travail soit flexibilisé sont ceux qui sont les mieux dotés pour justement être dans la compétition mondiale. Est-ce qu'en faisant ça, vous n'allez pas tout simplement plus encore marginaliser ceux qui sont les moins bien outillés sur cette compétition? Bien sûr, il faut les défendre et il faut mettre une régulation qui soit respectueuse des droits des individus. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est dans une économie où le travail a changé, et il faut, par exemple, dans la loi El Khomri, on peut avoir des référendums dans les entreprises qui permettent aux acteurs des entreprises, aux salariés, de décider d'eux-mêmes s'ils veulent travailler plus ou moins selon la situation et la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est très important de pouvoir être pertinent localement. Thomas Porcher. Écoutez, derrière le super Job Act de Matteo Renzi, il y a quand même, je vais vous donner quelques chiffres, mais il y a quand même des choses qui sont clairement révoltantes. Par exemple, vous regardez les stagiaires. En Italie, 15% des stagiaires ont plus de 45 ans. Vous êtes encore stagiaire à 45 ans, alors vous allez avoir quand un emploi? C'est quand même hallucinant. À 60 ans, vous avez votre premier CDI. Non, mais c'est 15% des stagiaires ont plus de 45 ans. Alors certes, ils ne sont pas dans le chiffre du chômage, donc le chiffre du chômage baisse, mais ils sont stagiaires. Vous avez des vouchers, des bons à travailler qui sont distribués, un bon d'1 heure à travailler. Il y en a eu plus d'1 million qui ont été distribués. En 2008, il n'y en avait que 15 000. Là, 1 million de vouchers. Donc quelqu'un travaille 1 heure par jour, le lendemain 2 heures. C'est très bien, il a un job. Alors on va me dire que c'est mieux que le chômage. Je suis pas sûr que ce soit forcément mieux que le chômage. Et puis je pense qu'il y a d'autres leviers pour faire repartir les
l'économie. Et puis après, vous avez tout un tas de flexibilisation. Je l'ai dit, CDI à protection croissante. Au bout de 3 ans, vous pouvez licencier sans aucun motif quelqu'un qui est en CDI. Et puis vous pouvez renouveler un CDD jusqu'à 5 fois. Donc l'envers du décor de ce Job Act que Matteo Renzi met en avant, c'est ça. C'est des vouchers distribués, c'est des stagiaires à 45 ans. Et encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est important. C'est ça pour moi le carburant des extrêmes. Et aujourd'hui, le mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement anti-européen, a un fort succès en Italie. Parce que cette loi travail, qui a certes fait baisser le chômage, et Matteo Renzi est content, a créé des centaines de milliers de travailleurs pauvres. Bon, cela dit, ça n'est pas la réforme que préconise aujourd'hui Emmanuel Macron. Ça va quand même dans le même sens. Hein. Ce super loi travail, c'est quand même très proche du Job Act italien. D'abord, on ne sait pas encore, on n'a pas de texte. Donc on va quand même commencer à savoir. On a des indications assez précises. Moi, je crois qu'il y a un juste milieu. On n'est pas obligé de tomber dans une espèce de loi, de situation sauvage où effectivement tout le monde est stagiaire à vie. On peut trouver aussi des terrains de compromis. L'essentiel est quand même l'insertion professionnelle. Et quand vous dites que vous faites le lien entre chômage et extrême, je vous dirais que aux Pays-Bas, en Allemagne, il y a un taux de chômage très faible. Et pour autant, il y a malheureusement des extrémismes politiques. Félicité Herzog, Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, a notamment déclaré « La gauche a cru que la France pourrait aller mieux en travaillant moins ». Que pensez-vous de cette phrase ? Je pense que on est arrivé au bout de l'idéologie des 35 heures avec l'idée, et je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi, oui. Thomas. C'est normal. L'idée que surtout le marché du travail est une sorte de gâteau statique qu'on peut découper par tranches et que on peut, en réduisant la durée hebdomadaire du travail, donner du travail aux autres. Évidemment, le travail est beaucoup plus dynamique et il faut surtout cette fameuse croissance juste, mais il faut quand même alimenter de la croissance. Alors que, selon vous, en partageant le travail, on partage en fait le chômage. D'abord, ça dévalorise la perception du travail, notamment chez les jeunes, qui préfèrent des boulots un petit peu intermittents, donc il y a moins d'engagement, et ça ne crée pas les conditions de relance d'une reprise économique. Thomas Porcher. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que historiquement, déjà, les temps de travail ont toujours diminué. Je vous donne un chiffre de l'OCDE qui est assez intéressant. Entre 1997 et 2014, le seul pays qui a augmenté sa durée de travail, c'est la Grèce. Et le pays qui l'a plus réduite, c'est l'Autriche. Donc, vous voyez, je suis pas sûr qu'on aille dans le bon sens si on augmente la durée du travail. Il n'y a pas de corrélation, donc. Et ça sert à rien. Là, on peut bosser maximum une dizaine d'heures par jour. Est-ce que ça sert à quelque chose d'augmenter à 11 heures, 12 heures? Est-ce que la 11e et la 12e heure de la journée sera très productive? Parce que l'important, c'est la productivité du travail. Personne ne préconise ça. Non, si, justement. Là, dans la loi travail, c'est ça dont on va parler. C'est ça d'aller jusqu'à 12 heures par jour. Il y a un maximum. C'est 48 heures selon la Commission européenne. On peut aujourd'hui aller jusqu'à 10 heures, mais certains préconisent dans la loi travail que l'on puisse, en fonction de certains éléments, conjoncture négative, etc., qu'on puisse aller jusqu'à 12 heures par jour. C'est dans des circonstances exceptionnelles. Mais on parle toujours de la durée hebdomadaire du travail, mais en fait, ce sont les heures travaillées par année qui comptent. En France, on travaille environ 1646 heures par an par rapport à 1837 heures en Allemagne, et en Angleterre c'est un peu supérieur. Donc quand même sur l'année, le français, avec les congés payés, ce qui est normal, mais les jours fériés, on travaille globalement moins que les autres pays européens. Parce que la modulation, et c'est d'ailleurs ce qui a été apporté par les 35 heures, et c'est une critique qui a été adressée aux lois Aubry, vous le savez, Thomas Porcher, c'est celle d'introduire de la flexibilité, ce qui veut dire donc la possibilité de moduler le nombre d'heures de travail, c'est-à-dire qu'on a troqué une diminution de temps de travail contre une flexibilisation des conditions de travail, notamment horaires. Or, cela, c'est peut-être un mouvement qui doit être poursuivi. En tout cas, je vous pose la question. Écoutez, moi, je vois que quand il y a eu les 35 heures, entre 1997 et 2001, on a eu 350 000 emplois qui ont été créés. Alors, il y a plusieurs études qui convergent vers ce chiffre, de l'OFCE, tout comme de l'INSEE. On a eu aussi une forte croissance. Et d'ailleurs, pour le coup, on a réduit notre dépense publique en pourcentage de PIB à cette période. C'est la seule fois depuis les années 80 qu'on a réduit notre dépense publique en pourcentage du PIB. Donc, c'est via la réduction du temps de travail
Peut-être qu'il n'y a pas eu que ça, on peut encore, mais en tous les cas, c'est cette période-là où il y a eu cette réduction de temps de travail qu'on a eu des très bons résultats d'un point de vue économique. Maintenant, je reviens sur la durée annuelle. C'est vrai qu'on travaille beaucoup moins que d'autres pays. Mais alors, il faut dire clairement les choses. Pourquoi on travaille moins? Parce qu'on a plus de vacances. On a 5 semaines de vacances. D'autres pays ont 3 semaines, 4 semaines. Donc demain, il faut pas penser que les gens travaillaient plus et travaillaient 2 heures de plus. Non, c'est avoir des congés en moins. Donc des vacances en moins, est-ce que les Français sont d'accord? Ça, il faut leur dire clairement, avoir des congés en moins pour qu'on soit réajusté à la moyenne des pays européens. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour les Français. Oui, c'est un choix de société, c'est savoir si on veut devenir de nouveau très attractif vis-à-vis des investisseurs étrangers, par exemple. Être très attractif, c'est pas un projet de vie. Non, ça peut être un projet collectif. Ça peut l'être quand même. Mais ce qui me semble être important dans ce que vous dites, c'est qu'on peut pas parler de la durée hebdomadaire de manière homogène. En fait, par exemple, à l'hôpital, il faut s'adapter aux besoins d'emploi et aux problèmes de charge, de capacité selon les différents secteurs. Et évidemment, c'est pas uniforme. C'est pas le même travail quand c'est très pénible ou quand on est en pilotage automatique. Alors par rapport à ça, Thomas Porcher, semble-t-il la réforme qui va être proposée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe consiste à faire descendre au niveau des entreprises ou de la situation de travail locale la négociation. Vous y êtes favorable? Non, je suis pas favorable parce que les accords d'entreprise, ça va être quoi? Ça va être déjà, il n'y a pas un niveau d'égalité de négociation entre d'un côté les travailleurs et les employeurs. Il y a une asymétrie qui est en faveur des employeurs, surtout en période de chômage de masse. Aujourd'hui, un employeur, il a le choix puisqu'il y a 6 millions de chômeurs. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ça va être quoi? Ça va amener les entreprises à faire de la compétition sur de l'austérité salariale. L'entreprise qui baissera le plus les salaires ou qui augmentera le plus la charge de travail sera la plus compétitive sur le marché, ce qui amèneront les autres entreprises pour embaucher. Et plus personne ne voudra travailler pour elle. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que ça va être la caisse de résonance de ce qui se passe déjà dans la mondialisation. Sauf que ça va être à l'intérieur de notre pays. Thomas Porcher, Félicité Herzog, on vous retrouve aux environs de 8h20. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Félicité Herzog, La France retrouvée, et Thomas Porcher, introduction inquiète à la Macron économie.